Bienvenue sur Géopolitis. Combien y a-t-il de pays dans le monde? Réponse, ça dépend. 192 pays si l'on retient ceux qui sont de plein droit membres des Nations Unies, 250 au moins si l'on totalise tous les territoires en mesure d'acquérir leur propre souveraineté nationale. D'où une deuxième question, qu'est-ce qu'il faut pour être souverain et que les autres pays vous reconnaissent? Tenez, deux exemples. L'un des plus petits États du monde, Monaco, 2 km², 33 000 habitants, fait partie de l'ONU. Mais le Vatican, 0,44 km², 800 habitants, un État, incontestablement, le Vatican n'est pas membre des Nations Unies. Géopolitis décrypte ce curieux monde fait, et ce n'est pas la même chose, de pays, d'États, de nations, de peuples et de territoires. Voltaire l'avait dit, la patrie, c'est l'endroit où l'on vit heureux. Et être heureux, le plus souvent, c'est être indépendant, c'est être souverain, c'est être reconnu comme tel. Ici, à Genève, on se souvient de la SDN, la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU. Eh bien, entre 1920 et 1937, on comptait 63 États membres de cette SDN. En Afrique, à l'époque, il n'y avait que 4 nations souveraines, dont l'Éthiopie et le Libéria. À San Francisco, en 1945, lorsque l'on a baptisé les Nations Unies, il y en avait moins de ces pays, 51 exactement, et comprenant même des pays comme l'Inde ou les Philippines qui n'avaient pas encore accédé à l'indépendance. À New York, en cette année 2011, on compte 4 fois plus de pays membres, 192, peut-être 193 bientôt lorsque le Sud-Soudan frappera à la porte du grand building du siège de l'ONU. Pourquoi 4 fois plus? Eh bien, il faut aller d'abord en Afrique pour constater que, décolonisation aidant, on a vu se créer sur ce seul continent 68 nouveaux États en 20 ans. Et le mouvement n'est pas encore achevé. Il faut, et c'est plus récent, il faut aller voir du côté du bloc de l'ancien empire soviétique qui a volé en éclats. Et de ce bloc sont sortis 20 nouveaux États en 4 ans seulement. Et l'Europe dans tout ça? Et on peut évoquer le Kosovo qui a proclamé son indépendance en 2008. Le Kosovo reconnu par 69 pays, mais pas par la Serbie, la Russie et la Chine. Et quid de la Belgique? S'il devait y avoir un jour une scission, est-ce que l'on verrait à l'ONU 2 nouveaux pays qui s'appelleraient la Flandre et la Wallonie, avec Bruxelles comme ville internationale? Pays, territoire, peuple ou État, les Nations Unies, c'est comme les grands magasins, on y trouve de tout. Ladies and gentlemen, this is the age of the United Nations. Le général de Gaulle disait « Une nation, c'est un peuple, un pays, avec une mémoire et un destin ». Un pays, en tout cas au point de départ, c'est plutôt une entité géographique, un lieu assez défini, avec des frontières souvent naturelles. Un État, dans le monde moderne, c'est déjà autre chose. C'est plus formel, c'est une notion de droit, c'est une qualification, une légitimation, bref, une reconnaissance de l'existence. Du reste, dans les Nations Unies, on n'existe que parce que les autres vous ont reconnu comme l'un des leurs. Les différences ne sont pas seulement sémantiques, il y a des peuples qui voudraient être représentés et reconnus, mais qui ne le sont pas encore, car ce ne sont pas des nations, ou pas encore. Il y a donc 192 pays reconnus à l'ONU. Les plus récemment entrés dans l'organisation, ce sont pour la plupart des petites nations, Monaco en 1993, la Serbie en 2000, Timor-Leste en 2002 et la Suisse en 2002 également, un événement pour la Confédération helvétique qui n'avait pas encore franchi le pas de l'adhésion. En gros, tout pays qui accède à l'indépendance souhaite 2 types de reconnaissance, car sans cela, on n'est pas considéré. 1. L'adhésion à l'ONU et 2. L'affiliation à la FIFA, la Fédération internationale de football. Sachez qu'il y a d'ailleurs plus de membres à la FIFA qu'à l'ONU, ce qui démontre bien qu'il y a des entités qui ont une équipe de foot et qui ne sont pas reconnues comme telles à l'ONU. Un mot sur Monaco, exemple intéressant. La principauté est membre des Nations Unies, elle est indépendante depuis le XVIe siècle. Pour autant, avec ses 2 km² et ses 33 000 habitants, elle ne réunit pas tous les attributs de la souveraineté internationale. Elle n'a pas de monnaie ou de fiscalité propre, pas d'armée. Question, ce micro-État est-il un pays? Autre exemple, le Vatican, encore plus petit, 0,44 km², qui est un État, mais n'appartient pas à l'ONU. En fait, on constate qu'une petite trentaine de pays n'ont pas d'armée, ce qui ne les empêche pas d'avoir adhéré aux Nations Unies.
C'est assez curieux, mais le fait d'être reconnu par d'autres États ne suffit pas à rejoindre le groupe des 192. Exemple le plus souvent cité, la Palestine, reconnue par 96 pays, et pas des moindres, la Russie, la Chine et 8 États européens. Pourquoi est-ce que cela ne suffit pas? Parce que la Palestine n'est pas, à ce jour, un pays, et nombreux sont les autres pays qui ne tiennent pas à ce que la Palestine accède à ce statut. Même situation pour le Sahara occidental, reconnu par 45 pays. On parle de la République arabe sahraoui démocratique, mais ce n'est pas un pays. Le Kosovo, 69 pays le reconnaissent, mais pas la Serbie, la Russie, la Chine ou 5 pays européens. Et si la Russie a reconnu vite fait l'Abkhazie ou l'Ossétie du Sud, ces deux entités ne sont pas prêtes à avoir un bureau à New York. Les Suisses ou les Belges n'ont pas à avoir de complexe en se disant qu'ils sont très petits, si petits par rapport, par exemple, à la France. De fait, la majorité des nations membres des Nations Unies sont désormais d'une taille égale ou inférieure à la Suisse. C'est un fait relativement nouveau. En ce début de siècle, on voit bien que les petits pays ne se laissent plus faire par les grands. Il est donc loin le temps où les pays du tiers-monde courbaient docilement l'échine devant les pays développés, voire les anciennes puissances colonisatrices. Encore une précision, formellement, il n'est dit nulle part dans la Charte des Nations Unies qu'un État doit être démocratique pour adhérer. Si tel était le cas, on peut affirmer sans conteste que certains sièges seraient vacants. Et il n'est dit nulle part qu'un pays pourrait être exclu parce qu'il n'aurait pas ou plus un régime démocratique. Si tel était le cas, il y aurait certainement plus de sièges vacants que de sièges occupés. Encore une information, on parlait tout à l'heure du Soudan. Eh bien, il semble que ce soit vers le mois de juillet que le nouveau pays, le nouvel État, pourrait frapper à la porte des Nations Unies. On dit que ça pourrait s'appeler la République du Nil. Alors, pour parler de tout ça, l'invité de Géopolitis, Yves Berthelot, ancien secrétaire général adjoint des Nations Unies. Vous avez écrit avec quelqu'un qui habite à Genève, Jean-Michel Jakobowicz, un ouvrage qui s'appelle « L'ONU pour les nuls ». Il doit y avoir beaucoup de nuls parce que ça marche très bien, votre ouvrage. Expliquez-nous qu'est-ce qu'il faut pour aller aux Nations Unies et être reconnu et faire partie de cette communauté des 192 pays jusqu'à présent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir envie d'y aller. Donc il faut. Mais ça suffit pas. Mais ça ne suffit pas. Il faut le demander. Alors, le Conseil de sécurité, s'il en est d'accord, va proposer votre candidature à l'Assemblée générale qui va la voter. Donc la vraie condition, c'est que le Conseil de sécurité pense que effectivement vous pouvez être un État. Mais il n'y a aucun critère, ce qui fait que il ne peut pas s'appuyer sur telle ou telle considération de capacité à survivre ou bien de taille minimum ou l'autre. Il n'y a pas de critère. Il faut que les gens veuillent constituer un pays. Alors vous avez, par exemple, comme vous le savez, les Nations Unies ont beaucoup poussé à l'indépendance des colonies. Et en 1960, ils ont passé une résolution, même une déclaration pour aider les pays à acquérir leur indépendance. Et on a fait une liste de tous les territoires qui... Excusez-moi, j'ai dit pays, j'aurais dû dire territoire. Oui, c'est difficile, hein, entre pays et territoire, oui. Mais on a fait une liste des territoires qui devraient être indépendants. Et aujourd'hui, 2011, il y a sur cette liste 16 territoires. Le plus gros, c'est le Sahara occidental, qui a quelque chose comme 405 000 habitants. Le second sur la liste, c'est la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie est sous l'autorité de la France, tandis que le Sahara occidental était sous l'autorité de l'Espagne, qui l'a abandonné. Le Maroc a voulu la reprendre, mais ça n'a pas été reconnu. Donc, c'est dans le vide pour l'instant. Alors, il faut que le Conseil de sécurité, en quelque sorte, vous accepte. Il faut être reconnu par d'autres pays ou pas? Non, il faut être ensuite, une fois que le Conseil de sécurité vous a accepté, c'est à l'Assemblée générale de décider oui ou non. Alors, pourquoi peut-elle dire non et en fonction de quels critères? Parce qu'elle ne vous aime pas, tout simplement, ou parce qu'il y a une majorité qui ne veut pas de vous? Je ne crois pas, je peux peut-être me tromper, mais je ne crois pas qu'aucun pays qui avait été soumis par le Conseil de sécurité ait été rejeté par l'Assemblée générale. Bon, donc... pas d'exigence démocratique pour adhérer, on ne peut pas exclure un pays. Alors comment se fait-il que certains territoires, on dirait certains pays,
ne sont toujours pas acceptées. Voilà, prenons un exemple, la Palestine. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas acceptée? Parce que ça n'est pas un pays ou parce qu'on ne veut pas qu'elle devienne un pays? Alors, selon les critères des Nations Unies, je parle. La Palestine a tous les critères ou non-critères, a toutes les raisons d'être un pays membre des Nations Unies. Il n'a pas été proposé qu'elle en soit membre formellement parce que le Conseil de sécurité ne l'a pas fait. Bon, et si le Conseil de sécurité ne l'a pas fait, c'est qu'il y a quelque part une volonté qu'il ne le fasse pas. Il le fera dès qu'il y aura l'accord d'Israël. Bon, c'est pas demain. Dites-moi, Monsieur Berthelot, en fonction de votre grande expérience des Nations Unies, est-ce qu'il faut changer quand même? Est-ce qu'il faut changer les règles un petit peu de ces Nations Unies? Mais revenons un instant sur la Palestine. Le fait que beaucoup de pays l'aient reconnu, c'est quand même un poids. C'est déjà une reconnaissance. C'est déjà une reconnaissance de facto. Et en plus, la Palestine est représentée dans tous les débats de l'Assemblée générale, elle est officiellement présente. Rappelez-vous, Yasser Arafat, il y a un certain temps, présent à l'Assemblée générale, faisant des discours, etc. Et c'est d'ailleurs une des choses intéressantes des Nations Unies, c'est que tous les leaders des mouvements indépendantistes, à partir du moment où ils étaient reconnus comme observateurs, commençaient à venir, étaient connus des uns et des autres, et les jours où ils obtenaient l'indépendance, ça facilitait beaucoup l'adhésion et la suite. Alors, faudrait-il changer les critères? Au moins avoir un minimum de critères, de taille, de constitution acceptable et conforme à la charte, de capacité de survivre économiquement. Les auteurs de la charte en ont débattu longuement. On en a beaucoup débattu à San Francisco. Il est impossible d'obtenir un accord sur ces critères. Impossible à l'époque, impossible aujourd'hui. Et aujourd'hui, on ne pose même plus la question parce que j'ai mentionné ces 16 pays qui sont encore sur la liste de l'Assemblée générale comme territoire devant accéder à l'indépendance. J'ai redit pays au lieu de territoire. Mais les nouveaux adhérents à l'ONU depuis 1990, c'est essentiellement le résultat d'un éclatement d'un pays. Dans les années 90, vous avez eu l'éclatement de l'URSS, vous avez eu l'éclatement de la Yougoslavie, et ça a donné de nouveaux membres importants. Merci, Monsieur Berthelot. Je crois qu'on est un peu moins nul quand on vous a écouté à propos des Nations Unies. Donc je rappelle le titre de votre ouvrage avec Jean-Michel Jakobowicz, l'ONU expliquée aux nuls. Merci à vous. Merci. Plus de complexe. Small is beautiful, comme disent les anglo-saxons. Pour être petit en taille ou en nombre, on n'en est pas moins grand par le pouvoir que l'on détient, car c'est ça, la reconnaissance des autres. C'est le pouvoir que l'on se voit octroyer parce qu'on existe, parce qu'on est représenté, parce qu'on a un droit de vote et parce que ce vote, il a une valeur intrinsèque qui est la même pour tous, grands ou petits pays. À l'heure du compte, ou plutôt du décompte des voix, on ne dit pas que les minuscules îles Tuvalu représentent moins de poids que la Chine. Lorsque le vote est serré et que l'on veut faire passer son texte, ses idées ou son projet, on a intérêt à avoir des amis, beaucoup d'amis, comme sur Facebook, peu importe alors que ces amis soient des petits amis. Lorsqu'ils votent pour vous, ce sont de grands amis. C'est là une réalité quotidienne dans les enceintes des Nations Unies, de l'Assemblée générale à New York, aux multiples sessions du Conseil des droits humains à Genève, ou dans le cercle à 27 de l'Union européenne, quand ce n'est pas dans les couloirs de la FIFA ou du CIO. Comme quoi, être petit, ça peut rapporter gros. Et sur la page web de Géopolitis, préparée par David Nicole, les réponses de notre invité sur tous ces pays, États ou nations. Que voit-on, que dit-on de toute cette problématique sur Internet? Des pays dans le monde entier, donc des cartes pour situer les uns et les autres, petits et grands, vus du passé, du temps de la Société des Nations et des débuts de l'ONU, les sites les plus intéressants, toutes les éditions de Géopolitis en ligne à votre disposition et prêtes à être podcastées. Et vous êtes toujours les bienvenus sur Géopolitis.